Qui est-ce que j'invite là en revue de sprint? Parce que ouais, bah forcément il y a le patron qui veut venir, ça je comprends. Ce serait bien qu'on ait le client, il va nous donner du feedback et puis des utilisateurs. Par contre, eux, ils s'en fichent un peu de savoir où on en est sur le projet. Puis alors les autres équipes aussi veulent savoir comment ça se passe. Et puis du coup, c'est quoi le format? Comment on structure tout ça? Dans cette vidéo, on va vous proposer de définir qui sont vos différentes parties prenantes, pourquoi ont-elles besoin de venir à vos revues de sprint et voir à quel moment faut-il les inviter et donc comment structurer la revue de sprint. Bonjour à tous, je suis Jean-Pierre Lambert et avec Constantin Gay, nous animons Scrum Life, la première série dédiée à l'esprit agile, sans détour, sans tabou et avec humour. Et si c'est le genre de sujet qui vous intéresse, abonnez-vous et pensez à activer les notifications pour ne rater aucune vidéo. Alors tout d'abord, à quoi sert la revue de sprint, la sprint review en anglais? Alors si vous n'êtes pas au clair sur cette réunion, d'abord c'est un événement de Scrum. Si vous n'êtes pas déjà familier avec Scrum, je vous invite à regarder une vidéo sur le sujet qui introduit ce framework, ce cadre de travail Scrum. En quelques mots, c'est quoi le but de la revue? C'est vraiment de faire le point sur le produit et de décider qu'est-ce qu'on en fait. Donc on va retrouver deux grandes parties. Collecter du feedback sur le produit. Voilà, on a construit quelque chose. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que ça va dans la bonne direction, etc. Est-ce que ça donne des idées pour la suite? Et ensuite, donc utiliser ce feedback pour décider qu'est-ce qu'on fait maintenant du produit. Est-ce qu'il faut changer l'orientation? Est-ce qu'il faut creuser plus quelque chose qu'on a commencé? Ou changer complètement de sujet? Est-ce qu'il y a des deadlines qu'il faut tenir et du coup comment on ajuste le plan pour y arriver, etc., etc. Et sur ce sujet, on a aussi fait une vidéo où on parle dans le détail de la revue de sprint, voilà, où on explique bien la revue de sprint, c'est pas une démo, c'est beaucoup plus qu'une démo. Le maître mot, c'est toujours feedback. Collecter du feedback sur le produit et utiliser ce feedback pour décider de la suite du produit. Il faut aussi faire un rappel du rôle de product owner parce qu'il a un rôle clé vis-à-vis de cette revue de sprint. Tout d'abord, c'est lui qui est censé inviter les parties prenantes, les stakeholders. C'est lui qui choisit lesquels sont pertinents et doivent être là à la revue de sprint. Et là, ce qui est très important, c'est que dans le reste de cette vidéo, je vais faire une hypothèse. C'est que le product owner, c'est lui qui prend les décisions sur le produit. Quand je dis ça, je le sors pas de nulle part, hein. C'est écrit texto dans le Scrum Guide. L'ensemble de l'organisation doit respecter les décisions du product owner. Et si en fin de vidéo, vous vous retrouvez pas dans les propositions de solutions, c'est probablement que vous êtes dans un contexte où c'est pas le product owner qui décide. En fait, il est pas owner du produit. Il est pas product owner vraiment. Donc, ce que je vous propose dans cette vidéo, ça va être de trier les différentes parties prenantes en différentes catégories. C'est intéressant à faire parce que chaque partie prenante n'a pas les mêmes attentes, les mêmes besoins, ne va pas pouvoir apporter la même chose à l'équipe. Voilà, donc de les trier par catégorie, ça va permettre de mener une réflexion sur chacune de ces catégories. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour tirer la valeur de ces parties prenantes-là et aussi pour bien leur donner ce dont ils ont besoin. Donc dans ce mini framework qu'on vous propose, on a identifié 5 catégories différentes de parties prenantes. On a l'équipe Scrum, l'équipe qui doit être là, c'est avant tout pour eux qu'on fait la revue de sprint. Les sponsors, concrètement, c'est ceux qui financent le projet ou le produit. Donc ils vont avoir des considérations très terre-à-terre, que leur argent est bien utilisé. On va avoir les représentants des utilisateurs, voire directement des utilisateurs. Là, on a envie de les faire intervenir pour avoir du feedback sur le produit, sur ce qu'on est en train de construire, tout simplement. Ensuite, on va avoir des experts qui sont en dehors de l'équipe Scrum. Voilà, ils sont là, ils sont partagés dans l'organisation et ils interviennent de temps en temps. Donc la question se pose, c'est aussi des parties prenantes. Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Et enfin, le dernier, c'est le reste de la boîte, les autres équipes, des curieux. Ils viennent, ils ont envie de voir comment ça se passe. Et là aussi, on va vouloir mettre en place des stratégies spécifiques. Commençons par l'équipe Scrum. Alors, déjà, soyons clairs, leur présence, elle est requise en revue de sprint. C'est un problème. Si les personnes ne veulent pas venir, si elles commencent à dire « Ouais, mais non, mais vous n'avez pas vraiment besoin de moi, vous allez vous en sortir tout seul. » Là, déjà, ça pose des questions de fond de est-ce que tout le monde a bien compris à quoi ça servait? Et en cascade, est-ce que ça arrive effectivement? Si on se fait juste défoncer, effectivement, je peux comprendre que les gens veulent pas venir. Passons. Donc vraiment, la revue, elle est pour eux. Elle est pour l'équipe Scrum. Le but, ça va être de construire un meilleur produit. Encore une fois, récolter du feedback et utiliser ce feedback. Mais aussi utiliser ce feedback pour s'améliorer. Plus tard, il y aura la rétrospective de sprint. Là, on va vraiment travailler sur la manière dont l'équipe fonctionne. L'air de rien, le feedback qu'on a sur le produit, ce sont quand même des données très intéressantes pour mener la rétrospective. Et donc, a priori, peu importe le format de revue de sprint que vous mettrez en place,
l'équipe Scrum, elle doit être là tout le temps, du début jusqu'à la fin, à toutes les instances, si on fait plusieurs instances, etc. Donc peut-être le point d'attention que je vous donnerai, c'est que l'équipe Scrum, elle ne doit pas être toute seule. Si elle fait sa revue de sprint tout seul, ça pose des questions. Ça intéresse personne ou comment elle va avoir du feedback, etc. La deuxième catégorie, donc, ça va être les sponsors, les gens qui mettent l'argent sur la table. Moi, concrètement, on m'a donné un budget et mon rôle, c'est de l'allouer sur différents projets ou produits dans une logique d'investisseur. C'est-à-dire que j'investis de l'argent et on s'attend à ce que ça rapporte. Donc clairement, moi, ce que j'attends de la revue de sprint, c'est de voir la santé financière, de voir à partir de combien on investit, combien on gagne. Donc le sponsor, est-ce qu'il doit être présent en sprint review? A priori, oui. Il a besoin d'être là. C'est la personne à qui, oui, on rend des comptes. Derrière, ça veut dire deux choses. D'une, c'est quand même le garant du financement du projet. S'il n'est pas là, on ne sait pas comment on fait pour payer tout le monde. Donc en cascade, ça veut dire aussi que quand on a des demandes complémentaires de budget, c'est à lui qu'on les demande. Ça peut être plein de choses. Ça peut être des achats de devices mobiles pour faire des tests. Ça peut être des licences d'outils, de produits pour bien faire son travail. Ou avoir plus d'instances Amazon pour bien faire tourner l'intégration continue. Ou ça peut aussi être lié à des prestations ponctuelles. Par exemple, si on n'a pas de compétences fortes de design dans l'équipe, là, ponctuellement, il y a besoin de faire une refonte visuelle, une étude UX, donc on peut payer une entité externe ponctuellement pour ça. Donc là, logiquement, on va voir le sponsor et on lui demande, est-ce qu'on peut débloquer ce budget pour le faire? Et la sprint review est le moment idéal pour faire ça. Alors, il faut quand même se dire que si les sponsors ne viennent pas en revue de sprint, ça veut dire quelque chose de très fort. Ça veut dire que le projet est sans importance. Il vient pas, on s'en fiche. Alors par contre, le rôle du sponsor n'est pas de prendre des décisions sur le produit, ni même de donner du feedback sur le produit. Il est là en tant que gestionnaire. Vraiment, la question qui se pose, c'est « Mon argent est-il bien utilisé ?» Et donc mécaniquement, quand est-ce qu'il a besoin d'être là pendant la revue de sprint? Lui, il a envie de savoir où on en est. Est-ce que le projet, il se passe bien? Est-ce qu'il avance? C'est quoi le futur? La vision du produit? Les échéances? Voilà, mais pas du tout, encore une fois, la partie feedback ni la partie décision. On est vraiment sur la prise d'information. La troisième catégorie, ce sont les représentants des utilisateurs. Donc on a bien reçu effectivement la dernière version que vous nous avez livrée. On a commencé à la déployer en interne, donc sur le cercle restreint d'alpha testeurs, voilà. Et donc du coup, je vous ai rempli là dans une feuille Excel déjà mes quelques feedbacks, mais ça je vous les avais déjà donné. J'ai rajouté surtout les feedbacks de ce groupe d'alpha testeurs. Voilà, c'est assez intéressant. Il y a quand même quelque chose qui remonte beaucoup. Là, j'ai envie d'en parler pendant la revue de sprint. Déjà, ils sont très 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 contents. L'expérience est quand même nettement mieux qu'avant. Mais en même temps, il y a beaucoup de personnes qui galèrent vraiment sur le login. Voilà, à creuser. On fera peut-être une session spécifique avec vraiment un utilisateur que je vous dépêcherai. Parce que ils sont pas comme nous, ils ont du mal à utiliser des produits informatiques. Les représentants utilisateurs, oui, on s'attend à ce qu'ils soient présents en revue de sprint. On veut du feedback sur le produit. Les seules personnes qui peuvent nous en donner, ce sont les utilisateurs ou des représentants des utilisateurs. Utilisateurs au sens large, dans votre cas de figure, il y a peut-être une dichotomie entre client et utilisateur. Celui qui paye n'est pas celui qui utilise. Là, évidemment, le feedback client est aussi important dans une logique d'achat, mais quelque part, c'est aussi un utilisateur du produit. C'est pas la même catégorie, c'est pas le même persona d'utilisateur. Et là, je dis bien donner du feedback sur le produit, pas prendre des décisions produits. C'est pas leur rôle de prendre les décisions produits. Si vous êtes vraiment en mode produit, ils vous donnent un feedback essentiel. Ils ont le droit de faire des suggestions et généralement c'est très 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 utile. Mais ce n'est jamais une demande. Ce n'est pas parce que un utilisateur vous demande quelque chose que vous le ferez. Par contre, on l'écoute, c'est très intéressant. Et ça va nous servir à mener les réflexions justement pendant la revue de sprint pour voir c'est quoi la suite à donner. Et un peu comme les sponsors, si on n'a aucun représentant utilisateur, ça pose des questions. En fait, si on est un peu brut, est-ce que le projet il n'est pas un peu bidon si derrière on n'a aucun utilisateur pour nous donner du feedback dessus? Donc si on résume, quand est-ce qu'on veut une intervention des représentants utilisateurs? C'est pour savoir qu'est-ce que donne le produit. Et qu'est-ce qui serait cool pour le produit ensuite. Mais encore une fois, c'est une suggestion. Ce n'est pas lui qui prend la décision. Et pour terminer cette catégorie qui est quand même un peu particulière, j'ai envie de nuancer.
Il y a des cas de figure où on fait du projet à la demande, où là, effectivement, quand le représentant utilisateur fait une suggestion, il y a de bonnes chances qu'on le fera derrière. Et puis quand on est vraiment en mode produit, où là, clairement, une suggestion utilisateur, ça rentre juste dans un outil, ça sera un input, et voilà. Et de la même manière, c'est pas la même chose quand on a juste quelques utilisateurs internes, que finalement on va beaucoup écouter, et quand on a de nombreux utilisateurs publics, où là, ça va être aussi beaucoup le nombre qui va jouer, ainsi que la vision produit qu'on se donne. Et sur ce sujet-là, on a 2 super vidéos que je vous invite à regarder. Il y en a une où on explique cette différence entre une approche projet par rapport à une approche produit, et une autre avec Frédéric Leguédois où on explique justement comment bien fonctionner quand on est dans ce mode logiciel à la demande. Maintenant, la 4e catégorie, ce sont les experts en dehors de l'équipe Scrum. Oui, je vais être encore avec vous pendant quelques sprints pour finir de mettre à jour tous les trackings sur le nouvel outil là qu'on a mis en place. Et puis après ça, on va retourner en mode de croisière. Je serai évidemment disponible si vous avez des questions, etc. Et je serai vraiment en support pour tous les aspects tracking qu'on aura avec chaque nouvelle user story. Mais voilà, on aura un contact assez distant. Moi, de toute façon, j'aiderai toutes les équipes. Moi, de toute façon, c'est pareil. Je serai en support comme ça sur l'ensemble des équipes pour tout ce qui est tracking, tagage, etc. Donc cette catégorie recouvre aussi, par exemple, une équipe transverse qui gérerait, je sais pas, de l'outillage. On est dans cette même dynamique. Voilà, on gère quelque chose, on a une expertise spécifique pointue au service des autres équipes. Donc ça, ces experts, contrairement aux catégories précédentes, on ne s'attend pas à ce qu'ils soient toujours là, en revue de sprint. Voilà, ils sont là pour gérer des sujets spécifiques, pour apporter des expertises spécifiques. Et en pratique, il y a vraiment une dynamique de travail ensemble, main dans la main, avec l'équipe Scrum, pour gérer ce sujet, et pendant le sprint. Donc à leur niveau, ils ont aussi des choses à partager, potentiellement. Concrètement, qu'est-ce qui va les intéresser pendant la revue de sprint? Ça va être faire le point sur qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui arrive ensuite. Donc ces experts, on les verrait en revue de sprint, les sprints où justement il y a une collaboration forte avec l'équipe, et puis au contraire, non, justement pas pendant les autres sprints où il n'y a pas du tout d'interaction ou alors assez distante. Et enfin, 5e et dernière catégorie, les autres équipes et puis les divers curieux de tous bords qui veulent venir, qui veulent voir ce que donne cette revue de sprint. Ah, vous avez décalé votre sprint review? C'est quand? Ouais, parce que moi je veux venir, franchement, je veux savoir qu'est-ce que vous allez raconter, comment ça se passe dans votre équipe, puis voir comment les projets ils avancent, tout ça quoi. Voilà, donc ces personnes-là, elles n'ont pas à venir en sprint review. Elles viennent pour quoi? Elles viennent pour, ouvrez les guillemets, choper de l'info. Voilà, on sait pas, on se dit, il va se dire des choses dans cette réunion, on va être là pour la voir. Donc déjà, quand ça arrive, c'est un problème. Ce n'est pas le but de la sprint review de mettre au courant le reste du monde sur ce qu'a fait l'équipe Scrum. C'est avant tout une réunion pour prendre des décisions ensemble, collaborativement. Et soyons clairs, plus on est nombreux dans la salle, plus ça sera compliqué. Ça pose aussi des questions en termes de gestion du temps, culture de l'entreprise. On n'est pas censé aller à une réunion qui n'est pas utile, quoi. Donc vraiment, dans ces réunions, on veut que des personnes qui nous apportent du feedback, ou qui nous aident à prendre des décisions à partir de ce feedback. Après, il y a quand même un autre sujet qui arrive, c'est quand on a plusieurs équipes et ces équipes, elles ont besoin de se synchroniser entre elles. Ce qui, a priori, pourrait expliquer ça. Effectivement, ça pourrait le justifier. Nous, on a envie d'être là pour voir ce que vous faites, où vous en êtes, le mettre en lien avec ce que nous on fait, où on en est, et voir comment on va se synchroniser pour la suite. Donc vraiment, ces personnes-là, elles, ce qui les intéresse, c'est surtout le futur. Malgré tout, c'est un peu ambigu. On parle du futur, faut qu'on se synchronise. Je vais vous donner un exemple concret de comment on pourrait utiliser ces rôles, parce qu'il y a quand même un point qui est assez important. Vous voyez, les rôles, ils sont quand même bien séparés. En pratique, une personne donnée peut cumuler plusieurs rôles à la fois. Un exemple un peu bateau, mais assez représentatif, ça serait le CEO de startup, qui est un peu tout à la fois. C'est évidemment le sponsor, il met l'argent sur la table. C'est aussi un expert externe à l'équipe Scrum, parce qu'en général, quand on est vraiment dans la petite boîte, le CEO, il a une expertise assez spécifique sur le domaine qu'il faut diffuser et remplacer progressivement. Et puis c'est aussi un peu le représentant des utilisateurs. Selon le domaine, ça arrive aussi assez souvent. Entre guillemets, c'est lui qui sait ce que veut l'utilisateur. En tout cas, il porte cette vision. Bon les gars, là, on en est où Parce que ça change pas. Tous les mois, la trésorerie, elle descend. Où est-ce qu'on en est là par rapport à la vision moi que j'ai fixée pour nos utilisateurs? Un super produit qui va révolutionner leur expérience. Sachant que moi, je vous rappelle vraiment, je suis toujours là pour vous aider sur les différents marchés qu'on veut atteindre, marketing, etc.
Alors, que faire face à ces différentes attentes qui sont différentes pour chaque partie prenante? Eh bien justement, je vous propose qu'on repasse en revue chacune de ces catégories et qu'on voit qu'est-ce qui peut être mis en place. Alors tout d'abord, pour les sponsors, on pourrait imaginer séparer la revue de sprint en deux parties. D'un côté, le feedback utilisateur et de l'autre, le statut, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on a appris, et la suite, le next si on peut dire, où est-ce qu'on va prendre les décisions, etc. Et l'air de rien, cette partie de fer, elle est assez naturelle dans pas mal de contextes. Tout d'abord, parce qu'il y a pas mal de sponsors qui vont chapeauter beaucoup de projets ou de produits différents et qui aiment bien en fait l'idée de pouvoir enchaîner toutes les sprint reviews à la suite dans un temps réduit en se focalisant donc sur ce qui les intéresse. Alors on peut remarquer que c'est ce qui est proposé par la plupart des frameworks dits de passage à l'échelle qui souvent introduisent des instances de plus haut niveau, plus globales, qui prennent du recul, qui voient sur la santé globale du projet, du produit, plutôt que de se concentrer sur des détails et sur l'aspect utilisateur. En ce qui concerne les représentants des utilisateurs, déjà une première question se pose. Si jamais vous n'êtes pas à l'aise d'inviter les utilisateurs et d'avoir du feedback, alors pourquoi? Il faut vraiment se poser la question. Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce qui vous freine? Qu'est-ce qui vous gêne? Et une fois que vous aurez un petit peu éclairci tout ça, le mot d'ordre il est simplement mais osez quoi. Allez chercher les personnes qui vous donneront du vrai feedback sur votre produit. Ensuite, une chose qui est possible, ça va être de décaler les tests utilisateurs, les sortir de la revue de sprint, pour les mettre dans des cadres spécifiques qui peuvent prendre plein de formes différentes. Il y a les aspects aussi bien qualitatifs du feedback que quantitatifs de ce feedback. On peut inviter des personnes physiquement pour faire des tests utilisateurs. On peut aussi faire du crowd testing pour tester de manière plus large avec une communauté d'utilisateurs. Voilà, il y a plein de manières différentes d'animer les tests utilisateurs finalement. Et bien sûr, en revue de sprint, on présente ces résultats. On en a besoin pour prendre des décisions et en plus, c'est extrêmement intéressant de voir ça. On le voit déjà, cette possibilité de décaler les tests utilisateurs, elle rejoint un peu l'idée de couper en deux la revue de sprint pour les sponsors. Une partie très où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on va, et une partie, c'est quoi le feedback sur le produit. En ce qui concerne les experts en dehors de l'équipe Scrum, déjà, il faut quand même se poser une question. Si ces experts, ils sont tout le temps là, à chaque sprint, ce sont pas des externes à l'équipe, ils font partie de l'équipe. Donc, faut voir dans ce cas-là comment on peut les intégrer à temps plein dans l'équipe. Alors attention, quand on dit les intégrer, on parle pas tant des personnes que de leurs compétences. Donc ça peut tout à fait prendre la forme de développer l'expertise de cette personne, de cet expert, au sein de l'équipe. L'expert restant alors bien en dehors de l'équipe Scrum, mais changeant de posture, prenant plus une posture de coaching justement pour accompagner, former l'équipe à le faire eux-mêmes plutôt que de faire le travail. Voilà, sinon maintenant, si cette compétence elle est effectivement temporaire, l'équipe n'en a pas besoin tout le temps, il n'y a pas plus de soucis que ça, on l'intègre, les sprints on en a besoin, comme n'importe quel autre membre de l'équipe Scrum. Mais encore une fois, ça doit être ponctuel en fonction des besoins. Si c'est vraiment fréquent, il vaut mieux essayer d'envisager comment on pourrait mettre la compétence directement dans l'équipe. Et enfin, pour les autres équipes, les divers curieux, faut vraiment se poser la question, comment ça se fait que ces personnes veulent avoir de l'info? Comment ça se fait qu'elles aient peur de rater un truc important? Et là, il y a sûrement des sujets à creuser autour de la sûreté psychologique, on n'ose pas dire les choses franco, etc. Et aussi autour de la communication. Encore une fois, comment ça se fait qu'ils se disent des choses dans ces réunions que les autres équipes aimeraient savoir et qu'elles n'aient pas l'information autrement qu'en venant dans cette réunion? Peut-être faut-il des moments complémentaires de partage. On pourrait imaginer une équipe découvre des bonnes pratiques, des bonnes idées, des manières de faire et voudrait les partager avec le reste de l'organisation, avec les autres équipes. Ça, c'est super. Mais c'est pas la sprint review, le moment de le faire. Donc il faut peut-être d'autres instances. On n'est pas très loin de parler des communautés de pratique. Ou alors, je l'avais évoqué, on est dans le cas de figure où effectivement ces équipes sont vraiment en collaboration forte. Elles se synchronisent pour livrer un produit commun. Et là, la question, elle est plutôt, peut-être qu'il faut déployer des événements spécifiques dédiés, de passage à l'échelle. Comme par exemple dans le framework Less, il y a une revue de sprint collective. Parce qu'on est dans un contexte où effectivement on fait vraiment avancer en parallèle plusieurs équipes sur le même projet et qu'il faut synchroniser. Et avant de vous présenter une checklist qui résume l'essentiel de cet épisode que vous pouvez utiliser directement,
J'ai envie de vous demander de mettre un pouce vers le haut si vous avez apprécié cette vidéo, nous expliquer en commentaire pourquoi vous l'avez apprécié, de partager aussi l'épisode autour de vous à d'autres personnes qui apprécieraient. Et puis si vous ne l'avez pas apprécié, merci aussi de nous expliquer pourquoi. Donc ce qui est vraiment important, ça va être de définir les rôles en fait, les rôles de chacun. Et pour chacun d'entre eux, c'est quoi ses besoins et qu'est-ce que sa participation à la sprint review apporte à l'équipe Scrum. Deuxièmement, la description de la revue de sprint dans le Scrum Guide, je vous suggère de l'interpréter de façon un petit peu plus laxiste, c'est-à-dire non pas comme l'ensemble des choses qui doivent impérativement arriver pendant la sprint review, mais l'ensemble des choses qui doivent être faites à un moment donné ou à un autre pour le bon fonctionnement de l'équipe. Et donc à partir de là, on peut tester des formats différents, expérimenter pourquoi pas plusieurs reviews, décaler les tests utilisateurs, etc. Et finalement, le maître mot, il est là, c'est vraiment expérimenter avec le format de la sprint review et vous verrez si ça se fonctionne mieux ou pas. Et enfin, je vous propose vraiment d'appliquer ce qu'on appelle la loi des deux pieds, qui nous dit que, en gros, si vous n'apportez plus de valeur à la réunion et que vous n'en tirez plus de valeur vous-même, alors vous êtes libre de partir. Non, vous êtes même obligé de partir. Vous devez de partir si votre présence ne sert plus à rien. Et donc vraiment, dans la sprint review, oui, permettez à quiconque de partir s'il n'en tire plus de valeur. Et de la même manière, ne faites intervenir les personnes que sur les parties où elles vont apporter de la valeur, où elles tirent de la valeur elles-mêmes. Pour aller un peu plus loin sur ce sujet des parties prenantes en revue de sprint, je vous invite à aller voir cette vidéo qui pose la question, quand les parties prenantes ne viennent pas en revue de sprint, comment faire? Et donc on vous propose diverses stratégies pour essayer de les faire venir quand même. Parce qu'encore une fois, si elles ne viennent pas, votre revue de sprint, elle ne sert à pas grand-chose et ça pose des sacrées questions. Je vous dis à bientôt, vous êtes mes plus grands fans!